Bienvenue pour ce soir, pour cette édition. C'est un plaisir pour moi d'accueillir M. Naftali Bennett, qui est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Économie. M. Bennett est le leader du parti Foyer national juif et qui représente le judaïsme national, le sionisme national religieux. Et il a attiré des voix de beaucoup d'électorats laïcs et qui essaie de montrer une nouvelle image jeune. Bonsoir, M. Bennett. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Lucie, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez amené cet électorat israélien, jeune, laïque, à vous donner vos voix? Écoutez, nous avons réalisé que c'est ce que nous appelons, c'est que 70% des Israéliens sont d'accord sur 70% des sujets, mais pendant des générations, on est en train de se battre sur les 30% sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et notre approche, c'est de dire, essayons de construire des ponts entre toutes les parties de la société israélienne et essayons de laisser de côté les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord pour avancer. Je vais vous donner un exemple. C'est la première fois depuis des décennies que on a un horaire d'été jusqu'à la fin du mois d'octobre et pas au milieu de l'été. Et pourquoi? Parce qu'on essaie de régler des problèmes. Et cette approche d'essayer de créer des ponts plutôt que de se combattre mutuellement a été quelque chose qui a attiré beaucoup de gens. Et en fait, cette approche qui est la vôtre, de faire des ponts plutôt que de se combattre, c'est quelque chose que vous avez amené en politique entre vous et M. Benjamin Netanyahou. Et bien que vous ne soyez pas d'accord sur beaucoup de points, vous avez construit le pont avec Yair Lapid, ministre des Finances, ici en Israël. Vous avez entendu son discours au Premier ministre Netanyahou, donc à l'Assemblée générale de l'ONU. Vous n'avez pas beaucoup parlé du conflit israélo-palestinien et des négociations de paix actuelles. Est-ce que vous voyez les choses comme lui les voit sur ce sujet, sur ce volet israélo-palestinien? Vous voyez les choses de la même façon, Netanyahou et moi? Écoutez, nous avons des points de vue différents. En grande partie, Netanyahou est en faveur de l'établissement d'un État palestinien à côté d'Israël, et moi j'y suis opposé. Moi je pense que ce que nous avons appris depuis de nombreuses années écoulées, c'est que si nous cédons un autre morceau de terrain, de territoire aux Palestiniens, eh bien ce sera un État qui finira par menacer Israël. On l'a fait en Judée, Samarie et à Gaza. Cela ne fonctionne pas. Et donc, je comprends ce désir d'arriver à un accord de paix final, mais je pense que pour l'avenir proche, cela ne sera pas possible. Mais les bonnes nouvelles, c'est que par contre, nous pouvons vivre ensemble. Et la réalité montre que nous pouvons vivre ensemble. Oui, en Israël, on le voit avec les Arabes israéliens. Nous avons 1 million d'Israéliens arabes qui vivent en Israël. Tout va très bien. Je ne veux pas vous dire que tout est idéal. Je ne peins pas la vie en rose, mais je pense que les choses vont s'améliorer. Nous avons de plus en plus de participation d'Israéliens arabes dans l'emploi, dans le domaine de l'emploi. Malheureusement, nous n'avons pas assez de femmes israéliennes arabes. Et je suis pratiquement obsessionnelle avec cette idée de les faire rentrer sur le marché de l'emploi pour passer de 27% à 50% déjà de l'emploi féminin dans ce secteur. Mais même si on n'arrive pas à un accord définitif de statut final pour tout, mais en Occident, l'approche générale, c'est qu'il faut tout régler vite, vite. Moi, je pense que tout n'est pas possible à résoudre. Je pense que parfois, il faut vivre avec un conflit et améliorer les vies de tout un chacun. C'est mon approche. Bon, alors comment est-ce que vous pouvez améliorer la vie de tout un chacun dans la situation actuelle avec les Palestiniens? Parce que c'est un problème depuis fort longtemps maintenant. Et je pense que maintenant, les États-Unis comprennent qu'il est temps de régler ce problème entre les Israéliens et les Palestiniens. Écoutez, d'abord et avant tout, je ne pense pas que personne de quelconque de l'extérieur puisse nous apporter une solution. C'est des problèmes entre les Israéliens et les Arabes qui doivent le régler eux-mêmes. Mais je pense que nous devons fournir aux Palestiniens une indépendance d'administration totale. Nous ne voulons pas administrer 2 millions de Palestiniens qui vivent en Judée et Samarie. Ils doivent être totalement indépendants, ils doivent voter pour eux-mêmes, ils doivent prélever l'impôt, ils doivent avoir une entière liberté de mouvement, c'est essentiel. Et je pense qu'un Arabe vivant à Naplouse puisse se rendre à Naplouse, de Hébron à Naplouse et vice-versa sans aucun problème. Et je ne veux pas qu'ils votent pour notre Parlement, je veux qu'ils aient leur propre Parlement
simplement. Il faut donc créer une situation où les niveaux de vie augmentent, s'améliorent et leur autonomie politique aussi. Mais en même temps, nous devons faire très attention au niveau de la sécurité. Israël doit contrôler la zone de Judée et Samarie et j'appliquerai peu à peu la loi israélienne dans ces zones contrôlées par Israël. Et donc, c'est un certain niveau de séparation, administration indépendante et en même temps construire des économies communes, des affaires communes et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis en fait très optimiste, plus que beaucoup d'autres, beaucoup plus que les Américains d'ailleurs, mais oui. Mais je ne pense pas, ou je pense que la voie diplomatique aujourd'hui n'a pas beaucoup d'avenir. Et en ce qui concerne la poursuite des constructions israéliennes dans les implantations, ce qui est un point crucial pour un accord de paix. De mon point de vue, la Judée et Samarie fait partie d'Israël. Et je comprends qu'il y a 2 millions d'Arabes qui y vivent. Donc, je ne veux pas présenter une situation idéalisée. S'ils pouvaient, ils nous feraient disparaître et nous, pareil. Mais on est tous là pour rester. Donc, nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est ça la réalité. Et donc, nous devons continuer à construire dans les zones contrôlées par Israël et dans les zones palestiniennes. Je ne pense pas qu'Israël doive construire quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que quand je parle de zones israéliennes, je parle des zones C et je parle des zones palestiniennes A et B. Ils construisent dans leur zone, nous dans les zones, nous administrons eux-mêmes et eux-mêmes, et en même temps, nous avons des relations fortes, commerciales et autres. Bon, maintenant, j'aurais bien voulu avoir un très long interview avec vous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, passons maintenant au discours du Premier ministre israélien. Le sujet prédominant était l'Iran, et l'Iran est une menace très sérieuse à Israël. J'arrête de compter le nombre de fois où il a évoqué l'Iran dans son discours. Que pensez-vous de cet accueil chaleureux qu'il a reçu, Rouhani, par l'Occident? Écoutez, parce que le Premier ministre Netanyahou a été très préoccupé, si on écoute bien ce qu'il a dit. Écoutez, Rouhani et l'Iran veulent tromper le monde. La question est de savoir si le monde veut se laisser tromper. Donc c'est évident, tout le monde a envie de dire que tout va bien et de continuer à aller de l'avant, mais tout ne va pas bien. Les mots de New York n'arrêtent pas les centrifugeuses à Natanz. Donc alors que Rouhani faisait son discours, les centrifugeuses en Iran continuaient à tourner et l'Iran est en train de progresser rapidement vers l'arme nucléaire. Un exemple, récemment, ils ont accéléré l'enrichissement de l'uranium. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils ne ralentissent pas, mais ils renforcent leur capacité. Est-ce que je suis inquiet? Oui, tout à fait. C'est inquiétant. Nous ne sommes pas contre une solution diplomatique. On voudrait qu'il y en ait une. Nous doutons de la possibilité que cela arrive. Et donc, nous devons nous concentrer et continuer à se concentrer sur l'action et pas sur les mots. Mais j'entends ce que vous dites. Vous dites que vous n'êtes pas contre la solution diplomatique, mais ce que nous avons entendu dire par le Premier ministre israélien Netanyahou, c'est que si Israël doit s'affronter seul à la menace iranienne, eh bien, c'est une menace réelle et il le fera. Et donc, j'ai entendu, il a dit qu'il représentait même les pays arabes. Oui, c'est vrai. Écoutez, il y a deux choses qu'il a soulignées. Bien sûr, Israël se défendra elle-même. Quand on arrive à ce point, on ne laissera pas notre sécurité à quiconque. Nous nous défendrons nous-mêmes. Nous l'avons fait en 1981 en Irak, apparemment en Syrie en 2007, et si c'est nécessaire, nous le referons. Cela ne fait aucun doute. Le deuxième point dont vous parlez, oui, bien entendu, l'Iran est une grande préoccupation pour les États du Golfe, pour l'Arabie saoudite, pour beaucoup d'autres pays, et en fait, plus encore que pour Israël. Et effectivement, dans beaucoup de cas, Israël est à l'avant-pont du monde occidental en Irak. Quand nous avons détruit les installations nucléaires de Saddam Hussein, nous avons aidé le monde entier. Et donc, nous allons effectivement nous occuper de nous protéger nous-mêmes et le monde. Israël a-t-elle la capacité de se confronter à l'Iran, véritablement, sans aide des États-Unis? Israël a la capacité de se défendre de manière indépendante si nécessaire. Et c'est tout? Point barre? Oui, absolument.
Bon, d'accord. Je voudrais continuer sur ce sujet parce que je pense qu'Israël continue à être plus inquiet après que Barack Obama ait décidé de ne pas attaquer en Syrie. Israël a compris qu'il risquait de se retrouver isolé dans cette situation. Non, 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 Lucie, je ne suis pas du tout d'accord. Israël n'a aucun désir d'une attaque américaine en Syrie. L'objectif actuel de démanteler les armes chimiques 1200 tonnes d'armes chimiques, c'est le meilleur résultat possible. Nous ne sommes pas pour ou contre Assad, ce n'est pas du tout notre affaire. Vous dites qu'il vaut mieux garder le Satan que nous connaissons. Non, je vous dis franchement, j'en sais rien. Cela ou cela, tout ce que je sais, c'est que quand les armes chimiques sortiront de Syrie, tout le monde sera plus en sécurité. Et c'est ça le plus important. Donc Israël n'a jamais demandé à l'Amérique d'attaquer. Et d'ailleurs, en fait, en termes généraux, les gens parfois se trompent. Israël n'a jamais demandé à quiconque, jamais, d'agir en son nom. Jamais. Nous avons demandé aux États-Unis de nous donner des armes, des munitions pour nous aider, mais nous n'avons jamais demandé aux États-Unis d'attaquer en notre nom. Nous savons et pouvons nous protéger nous-mêmes. On a dit que Benjamin Netanyahu a dit à Barack Obama d'accepter l'offre russe. Vous pouvez nous en parler? Lucie, vous êtes tellement gentille. Vous ne croyez quand même pas que je vais partager avec vous les secrets militaires et ce qui a été dit. Je suis très content des résultats actuels tant qu'on continuera à se concentrer à faire que les choses se fassent. Revenons donc. Depuis quelques mois, nous avons vu dans toute la région du Proche-Orient, on voit une région changeante. Nous voyons ce qui se passe en Égypte, en Syrie. Beaucoup de choses changent. Nous avons le conflit intra-palestinien. C'est une période assez cruciale. Est-ce qu'Israël doit commencer à penser d'une nouvelle façon les choses pour ne pas se retrouver sur tous ces fronts en même temps. Et peut-être que ce point crucial actuel aujourd'hui, c'est d'arriver à un accord avec les Palestiniens. Écoutez, je suis tout à fait d'accord, mais je suis aussi pas d'accord. En fait, Israël fait partie de la région et la région change, mais pour des raisons qui ne concernent pas du tout Israël. C'est ça l'essentiel quand même. Rien en Iran n'a à voir avec Israël, rien en Syrie n'a à voir avec Israël, ni en Afghanistan ou en Irak ou en Égypte. Toute la région est en feu, qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Il y a des territoires disputés, il y a un conflit, mais qui est bien en-delà. Ce qui se passe dans la région n'a rien à voir avec cela. La région va être, à mon avis, dans cet état dans les années à venir. Israël est un espèce d'îlot dans cette tempête. Nous devons être forts. Nous devons aussi éclairer la région, aider économiquement par notre technologie. Mais nous sommes là pour y rester et cette tempête va continuer encore et elle n'a rien à voir avec Israël. Question personnelle, si vous voulez bien. Vous êtes une étoile montante en Israël. Qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même pour les prochaines élections? Eh bien, j'espère que notre pays sera fort. Non, pour vous-même. Ce que j'espère voir, d'abord, c'est un Israël fort dans ce domaine, mais aussi voir de plus en plus de ponts entre toutes les parties de la société israélienne, orthodoxes et laïcs, arabes et juifs. Je voudrais les nouveaux immigrants et ceux qui sont là depuis plus longtemps. Nous devons commencer à nous rencontrer, à vivre ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord. Nous savons que nous ne sommes pas d'accord sur certains points, il n'y a pas de problème, mais essayons de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble et de voir comment travailler ensemble. Et de mon point de vue, encore une question, parfois je vois ce qui se passe dans la société israélienne et j'ai vu ce qui s'est passé entre vous et les Juifs orthodoxes en Israël et je me dis peut-être qu'Israël a besoin de trouver une paix intérieure avant d'essayer de trouver la paix à l'extérieur. C'est tout à fait exact. Le plus grand problème d'Israël n'est pas
l'extérieur, même si nous ne pouvons pas régler tous les problèmes de la région. Notre problème primaire et premier, c'est à l'intérieur. Les Arabes israéliens, c'est un sujet très important. 1 million d'Israéliens arabes qui se sentent discriminés. Les Juifs pensent qu'ils sont une menace. Donc, il y a beaucoup de problèmes de vraie communication. Il faut les impliquer dans le monde de l'emploi. Il faut commencer d'abord à se parler qu'enfin. C'est vrai aussi pour les orthodoxes, les religieux, les ultra-orthodoxes et les laïcs. Donc, il ne faut pas attaquer les ultra-orthodoxes, mais il faut parler. Il faut surtout baisser les flammes de la rhétorique et essayer de travailler ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Naftali Bennett, pour cette interview. Ça a été un plaisir de vous accueillir ici dans nos studios. Ça a été un plaisir, moi aussi. Et merci beaucoup à vous. On se retrouve dimanche, puisque c'est le week-end. Au revoir. Bonne soirée.